bonjour. Donc je vais vous parler ce soir toujours du salaud en entreprise, mais cette fois en prenant plutôt un angle juridique sur ces questions. Alors je vais commencer par un petit détour, puisque la question posée en réalité, ça a été dit tout à l'heure sous différents angles, c'est la question du mal, la question du bien. Et notamment la question de savoir quels sont les liens entre mal et connaissance. Est-ce que l'on peut volontairement, alors qu'on sait qu'on est en train de faire le mal, le faire? Et cette hypothèse, elle est contraire en fait aux présupposés, aux hypothèses de base de la philosophie, mais sur laquelle nos principes de justice et de droit ont été construits. L'hypothèse de Socrate initiale, Socrate et Platon, c'est que l'homme pratique le mal essentiellement par ignorance. Alors que pourtant, le constat au quotidien, en entreprise notamment, c'est que, mais dans le monde du droit aussi, c'est que le salaud peut tout à fait avoir conscience qu'il est en train de faire le mal, et d'ailleurs il le fait intentionnellement et volontairement. Alors, juste, je voudrais vous redonner les extraits qu'on a chez Platon dans Protagoras. Celui qui fait le mal ne sait pas ce qu'il fait et il se trompe, il veut faire le bien, mais il prend le mal pour le bien. Et dans le Ménon, il est donc évident que ceux-là ne désirent pas le mal, qu'il ignore, mais qu'ils désirent des choses qu'ils croyaient bonnes et qui sont mauvaises, de sorte que ceux qui ignorent qu'une chose est mauvaise et qui la croient bonne, désirent manifestement le bien. Donc, l'hypothèse initiale, c'est que finalement, les gens sont mauvais par ignorance, et il suffirait finalement de les former pour qu'ils redeviennent bons volontairement. C'est une hypothèse évidemment très positive et sans doute un peu optimiste. Alors comment cette hypothèse-là peut-elle être appréhendée par le droit et par le juste? Eh bien, disons que moi je vais prendre l'angle de l'avocat, qui n'est pas juste l'angle du juste, mais l'angle sous lequel la justice va appréhender ces questions. Or, du point de vue de l'avocat d'abord ne s'intéresse pas au bien ou au mal. Je veux dire, il va s'intéresser à des personnes et indépendamment de la situation légale, il va défendre une thèse, défendre la personne qui est devant lui, en s'intéressant peu à la question de savoir finalement si c'est un salaud ou pas. On défend quelqu'un parce que de toute façon chacun a droit à une défense. Et on peut même aller plus loin, puisque certains vont revendiquer, notamment chez les avocats, d'être des salauds, puisque ça peut faire plaisir aux ceux qui nous entendent. Et je ne sais pas si vous vous souvenez du titre du livre de Jacques Vergès, Le salaud lumineux. Donc il y a bien, et il savait parfaitement ce qu'il disait, quand il le disait volontairement. Donc il y a bien dans le domaine du droit, et en particulier dans le domaine des avocats, la capacité à dire que on va être un salaud, on va le faire volontairement, on va le faire intentionnellement, en parfaite connaissance de la situation, et donc en contradiction avec ce qu'on affirmait juste avant, s'agissant de Platon. Et alors si le salaud, comme ça a été indiqué tout à l'heure, est lié finalement quelque part à une posture, est-ce que le droit peut appréhender cette question? Pour l'instant, j'étais sur les avocats. Mais qu'en est-il de la justice et des juges? Peuvent-ils compenser finalement ce salaud qui le ferait de manière intentionnelle éventuellement et individuelle, et la justice peut-elle prendre ces questions en charge? Alors, donc, dit autrement, peut-il y avoir une responsabilité juridique du salaud en tant qu'il est salaud volontairement? Alors, il y a un terme pour ça, une qualification juridique qui correspond au salaud, c'est celle, ou à la salauderie, c'est le harcèlement moral. Alors, disons que dans l'univers du droit, c'est le harcèlement moral, s'agissant du salaud en entreprise, qui correspond le mieux à la qualification juridique des situations qu'on peut rencontrer. Alors je vais essayer de donner des éléments de description pour voir comment le juge va appréhender ces questions, sans, si c'est possible, que les entreprises auxquelles je peux penser, qui ne sont absolument pas celles dont je veux parler, pourraient devenir
identifiable. Dit autrement, tout lien avec des réalités éventuelles serait pure supputation, et toutes ces choses-là sont strictement romanesques, comme ça a été expliqué tout à l'heure, philosophiques, et n'ont aucun lien avec aucune réalité qu'on pourrait imaginer ou soupçonner. Alors la première question qui se pose pour le droit, ou le premier obstacle en fait, c'est la question de la causalité. Alors pourquoi ? Donc il faudrait peut-être être un tout petit peu pragmatique et avoir en tête des situations de ce qu'est le harcèlement moral en entreprise pour se poser la question de la causalité. La causalité, telle qu'elle est appréhendée par le droit, signifie qu'on est capable de trouver une cause, un effet et un lien entre les deux. Or, les situations simples permettent d'appréhender ces questions-là. On va avoir quelqu'un qui va retirer votre chaise, qui va vous proposer un poste pour lequel il sait qu'il n'y a pas de travail, vous amener dans une pièce alors que vous êtes informaticien et il n'y a pas de connexion Internet, on est dans un endroit où de toute façon il n'y aura pas d'ordinateur, où il n'y en aura jamais. Ça, c'est au cas où vous venez prendre votre poste. Mais si vous reprenez votre poste, là, vous allez arriver et votre ordinateur n'existe plus. Alors, je suis juste sur les cas un peu liés à l'informatique et dans des situations qui sont extrêmement simples. Et donc, on a du mal à imaginer qu'elles pourraient ne pas être qualifiées de harcèlement moral. Alors, sur ces questions, d'ailleurs, et on va voir qu'on a une difficulté à des créations de situations d'incertitude, c'est que le harcèlement, en principe, c'est la répétition. Alors, la répétition, ça doit être la répétition du même. Et comme la répétition du même n'a jamais lieu, parce que lorsque vous êtes salaud, vous êtes capable d'une certaine créativité. Donc la première fois, vous retirez l'ordinateur, la deuxième fois, vous retirez la chaise, la troisième fois, vous retirez la table, la quatrième fois, vous retirez tout. Donc à chaque jour, la créativité va permettre de mettre en place une situation nouvelle, de sorte que le juge a considéré que la première itération, la première réalisation constitue déjà un acte de harcèlement et peut suffire en fait à démontrer la situation de harcèlement. Sauf que la première fois, est-ce qu'une fois suffit ? Qu'est-ce que démontre un cas et une situation ? Donc sur la causalité, cause, effet, lien de causalité. Mais est-ce que ça correspond réellement aux situations dans lesquelles on se trouve habituellement ? Parce que là j'ai donné un exemple simple, mais vous imaginez bien que lorsqu'on retire un ordinateur à quelqu'un sur le poste sur lequel on vient de l'affecter, c'est rarement une décision individuelle. Donc la personne va pouvoir indiquer qu'en fait elle a reçu un ordre, elle n'a pas fait ça de son bien vouloir, d'ailleurs elle ne le voulait pas, elle ne le savait pas. Donc après la question de la causalité, je reviendrai sans doute dessus tout à l'heure dans des cas un petit peu plus sophistiqués, on a la question de la preuve. Donc encore faut-il prouver que quelque chose a eu lieu. Alors comment vous faites pour prouver que vous n'avez pas d'ordinateur à votre poste ? Parce qu'en fait, il y a un ordinateur, il n'y a pas d'ordinateur. Alors, il y a des techniques. Évidemment, les avocats ont des techniques, mais pour ça, il faut avoir anticipé que vous êtes bien dans une situation qui va être la situation de harcèlement. Donc, eh bien, il faut faire des photos. Il faut que vous alliez chercher les deux témoins. Donc, il faut que vous ayez des amis dans la place pour venir attester et que ces personnes sont suffisamment peu sous influence pour qu'éventuellement elles soient prêtes à attester en justice de la situation qu'elles ont rencontrée. Donc la question de la preuve est une question difficile, d'autant qu'elle est évanescente, la preuve, et que ce que je donne comme indication, ce sont des indications, vous avez vu, de situation. Ce n'est pas des indications de posture. Or, depuis tout à l'heure, on a dit que finalement le salaud, c'est d'abord quelqu'un qui a une posture. Et cette posture, souvent, il ne l'a pas de lui-même, il l'a parce qu'on l'a mis dans la situation où il allait pouvoir la mettre en place. Donc la preuve se situe souvent par rapport à des questions de comportement, et sauf à avoir des témoins, on ne va pas pouvoir rapporter cette preuve, ou on va devoir la rapporter, mais de façon difficile. Comment est-ce que l'on encadre, comment est-ce que le droit, indépendamment des juges, a essayé de faire en sorte que soient encadrées les situations de harcèlement pour que les salauds ne prolifèrent pas trop. En fait, il a essentiellement mis en place des procédures. Donc ce sont les process, on va dire, qui sont susceptibles dans une entreprise de protéger contre les salauds. Alors, c'est un peu le contrepoids de ce qui a été dit tout à l'heure par rapport au salaud processuel. Donc le salaud processuel peut être dans la zone d'excès,
Et ce qu'a proposé le droit en termes de protection, concrètement, c'est que chacun a son rôle, chacun a sa place, et un des signes du harcèlement, c'est de savoir que justement, les institutions, les places ne sont pas respectées. Quelqu'un qui va venir vous voir directement, d'accord, le chef de votre chef qui vient vous donner un ordre directement, clairement, normalement il n'a pas à le faire sous cette forme, ça doit passer par la voie hiérarchique descendante. Quand ça a lieu, en réalité, on est déjà dans des situations, alors bien sûr ça ne ressemble pas aux problématiques dont on parlait tout à l'heure de salaud, mais en fait en réalité ce sont les situations dans lesquelles on va voir l'institution qui n'est pas respectée par les humains qui sont censés l'habiter. Et ça fait partie en fait des signes qu'un mécanisme est en place ou est en train d'être mis en place. Alors, pour l'instant, on est dans des situations qui sont en apparence individuelles. La difficulté, c'est quand elles sont en réalité institutionnalisées. Généralement, on a tous les éléments simultanément. Et quand on a tous les éléments simultanément, ça ne peut pas être le fruit du hasard, et pourtant vous n'avez que très difficilement les preuves de l'organisation finalement de la situation. Mais je vous ai donné quelques éléments de symptômes, mais ces symptômes se conjuguent. Alors on a des cas où on a eu des organisations professionnelles de la mise en place de la salauderie à l'ensemble de l'institution. Et donc on trouve, je suis sous influence, ce terme, où on trouve dans une même organisation tous les symptômes que j'ai donnés tout à l'heure. C'est-à-dire que dans la relation individuelle, la personne va se sentir en situation de souffrance et de maltraitance, elle va avoir du mal à identifier quelle personne lui en veut, puisque progressivement elle a l'impression que tout le monde lui en veut. Son chef direct, le chef de son chef qui lui donne des ordres directement, mais en fait il le fait parce qu'on lui a donné l'ordre de donner les ordres directement, et ça a été fait en réunion, on n'a pas compte rendu de réunion. Tous les mécanismes d'alerte sont contournés. Il y a des mécanismes au niveau du médecin du travail, mais la médecine du travail en fait étant rémunérée par l'institution ne prend pas forcément en charge directement ou ne prend pas au sérieux le harcèlement moral qui est déclaré. Les médecins, alors j'ai des contre-exemples, hein, mais j'ai des contre-exemples d'ailleurs à toutes les situations que je décris là, mais les médecins personnels ne font que très rarement des attestations, de sorte que même lorsque quelqu'un est, et on va avancer un peu sur ces questions-là, est au bord du suicide, eh bien en fait personne n'atteste. Personne n'atteste, même ceux qui sont, parce qu'ils ont ils recueillent le sentiment personnel, mais dans un contexte de secret, et donc ils n'attestent pas. Et donc les organes, les structures, les process sont censés protéger les individus des situations de salauderie. Et vous voyez que progressivement, on passe de la salauderie individuelle que vous avez décrite à la salauderie organisationnelle, où finalement, on a dit tout à l'heure que souvent ils se reproduisent, ils circulent en bande, hein, c'était évoqué tout à l'heure, donc il faut faire attention parce qu'ils risquent de recruter les autres qui vont bien avec, et donc éventuellement il faut arrêter ça le plus vite possible. Mais on a des organisations qui s'organisent de la tête pour faire en sorte que il faut réduire les effectifs. Alors, on pourrait se dire, mais alors c'est que le salaud est à la tête, finalement. Les salauds, c'est les chefs, c'est les patrons. Hein, on a trouvé la cible. Mais qu'en est-il quand en fait on est dans un marché concurrentiel où vous avez 170 000 personnes par exemple et le concurrent en a 5 000. Donc, qui a pris la décision de modifier l'organisation, sachant que pour rester dans la zone de compétitivité, eh bien, il faut passer, on ne peut pas rester à 170 000. Il faut passer à 100 000, 40 000, 30 000. Alors, chaque seuil aura un nom de plan, mais il va bien falloir être à peu près au niveau des concurrents. Et la communication est très compliquée. Puis comment vous faites pour communiquer quant au fait que vous allez virer 170 000 personnes? Parce qu'il y a un quatrième volet dont je n'ai pas encore parlé, c'est la durée du procès. C'est-à-dire que vous êtes seul, vous ne vous êtes pas suicidé, donc vous faites partie des gens qui sont non morts. Vous voyez un peu la liste qu'il faut. Il faut que vous soyez trouvé dans cette situation, il faut que vous ayez les preuves. Or, le système d'information
il se trouve qu'il a été rénové dans le cadre de la modernisation, donc on ne retrouve rien à l'historique. Les messageries ont été remises à zéro. Enfin bon, il y a des techniques pour conserver ces mails et conserver les éléments, mais néanmoins, concrètement, il ne reste rien. Les plans ont disparu, enfin je veux dire les plans, on a vaguement les acteurs, pour une raison ou une autre, ne sont plus là, puisque je vous rappelle qu'ils sont plus 170 000, donc les témoins sont plus là. Et forcément, si c'est quelqu'un qui a été viré, il a une dent contre l'entreprise, donc son témoignage, qu'est-ce qu'il vaut finalement, hein. Donc, vous êtes encore là, et vous interrogez. Et comment se fait-il que ça n'a pas lieu? Alors, le procès, c'est 10 ans, c'est 15 ans. Pourquoi sinon? Tout simplement déjà parce qu'il faut mener l'enquête. Puis c'est compliqué. Donc il va falloir interroger les personnes, les témoins. Alors quand vous êtes un opérateur normal, que vous êtes parmi les 170 000, donc en fait, vous avez eu 50 collègues, 70 collègues, donc on va interroger tout le monde. Ce sont des procédures d'enquête qui durent facilement 3, 4, 5 ans. Donc on suppose qu'on a déjà une plainte. C'est-à-dire qu'on est suffisamment loin pour que l'on démarre l'enquête. Et puis, l'enquête, normalement, pour aller plus loin, il faut que le procureur, le parquet, ait pris la décision, soit de classer, soit d'aller qu'un procès ait effectivement lieu. Le procès, lui, est en public, alors que l'enquête ne l'est pas. Ça traîne. Mais comment est-ce que ça pourrait ne pas traîner? Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une décision alors que vous êtes dans un système, vous avez une consubstantialité totale entre ceux qui ont donné les ordres, qui en réalité sont les tenants des finances publiques, puisqu'il va bien falloir maintenir ces emplois dans une situation de non-compétitivité, et les patrons d'entreprise, qui sont les seuls qui ont éventuellement, et souvent indirectement, commis des faits. Pour prouver une faute directe, il faut se trouver vraiment dans le cas particulier du cas particulier, où après un premier harcèlement moral, mais vous me direz c'est impossible, après un premier harcèlement moral et 2 ans de blackout, vous écrivez au patron que vous revenez et qui vous répond qu'il n'y a pas de problème, il vous fait répondre directement, donc il a connaissance de l'information, et quand vous prenez votre poste, il n'y a pas de chaise. Il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de but. Et qu'on ne vous donne que des postes qui ne correspondent pas à vos fonctions. Et que le poste qui correspond à vos fonctions a été attribué à quelqu'un dont le nom de famille est le même que le DRH. Mais qui est extérieur à l'entreprise. Parce qu'on a été contraint d'externaliser le besoin, parce qu'en interne, on n'arrivait plus à trouver les forces vives pour réaliser la fonction qui finalement n'était pas en cœur de métier. Donc, ce qui me semble, c'est que finalement, on pense que cette organisation va amener la situation de salauderie. On a déjà vu les films où les personnes ont retiré les chaises. Et en réalité, c'est l'entreprise qui a organisé ça. Et dans un certain nombre de cas, et vraisemblablement les plus gros cas organisés, en réalité, la responsabilité, elle n'est pas là. Elle n'est pas directement là. Donc, quand on veut rapporter une preuve, je vous ai dit tout à l'heure, il faut qu'on trouve une cause, un effet, un lien de causalité. Donc déjà, si c'est diffusé au niveau de l'organisation, on n'y arrive pas, sauf les cas avec les raccourcis dont je viens de parler. Et puis souvent, en réalité, la décision vient d'ailleurs. Alors elle vient d'ailleurs, et elle vient souvent du politique qui a pris une décision. Mais le politique est-il libre dans sa décision? Absolument pas. Puisque lorsqu'il prend cette décision, je le disais tout à l'heure, il est tenant des finances publiques. Donc en réalité, il le fait parce qu'il y a des comptes à rendre à la représentation nationale s'agissant de la dépense publique. Et je vous dis, quand on parle de 150 000 emplois en trop, ce sont des sommes, je n'ai même pas fait les calculs, mais ce sont des sommes qui sont absolument gigantesques. Donc finalement, qui a provoqué, donc qui est la cause au sens de la causalité linéaire, la causalité, la mécanique du point dans un dispositif comme celui-ci? Finalement, qui sont les citoyens, les consommateurs qui vont systématiquement acheter moins cher, demander à des décideurs de rééquilibrer les comptes, ou en tout cas accepter que ce soit ces décisions qui soient prises. Et vous voyez que progressivement, la responsabilité, non seulement elle est diluée,
elle est répartie. Alors, ce que je voulais montrer à travers un exemple comme celui-ci, c'est que, le droit n'appréhende essentiellement que la causalité linéaire. Les problématiques que l'on rencontre aujourd'hui ne sont plus du tout de ce genre-là. Et si on prend les grands scandales, quand on cherche les responsabilités, que ce soit le sang contaminé, tous ces scandales-là ont la même description, la même saveur que ce que je viens de décrire, où on va avoir des vies humaines qui vont être broyées, donc ça aboutit à la mort, et une justice qui est tout à fait incapable d'appréhender ces questions. Le mieux qu'on arrive à obtenir, c'est finalement un récit, mais les questions des gens qui parlent vont nous dire, ah ben voilà, on va faire son deuil, etc. Mais la question de la responsabilité étant prise exclusivement sous cette responsabilité linéaire, elle ne rend pas compte de ces situations. Et il ne faudrait pas croire que ça concerne que des dispositifs sociaux. Ça concerne toutes les situations dans lesquelles on a des systèmes complexes. Les organisations dont on vient de parler, et finalement la salauderie en entreprise, c'est une situation généralement où on a un comportement individuel dans un système complexe humain et organisationnel. Mais les systèmes complexes, donc les systèmes d'information, tous les systèmes non linéaires, vont avoir des enchaînements de causes à conséquences qui ne vont pas suivre la causalité telle que le droit va chercher à l'appréhender. Donc on aura et on rencontre effectivement les mêmes difficultés, c'est-à-dire que les difficultés dont je parlais tout à l'heure, question de conservation de la preuve, identification de l'origine qui est censée être unique de la cause, avec un chaînage de causalité qui permet d'avoir un chaînage de responsabilité. Durée du procès, donc des procès qui durent plus longtemps que la vie des gens qui sont en cause, et bien on les retrouve dans toutes ces situations. Voilà, donc je voulais juste vous montrer que lorsque on prend l'étiquette de l'avocat qui s'interroge sur la relation entre le bien et le mal, qui se pose la question de savoir si finalement on arrive à identifier qui est la source, à savoir le salaud, etc., eh bien le droit, en tout cas la justice, rencontre une forme d'impuissance compte tenu de la sophistication des situations humaines que l'on rencontre effectivement.